Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors ce mois-ci, la miniature sur la vidéo, c'est Rebecca Herold, qui est la PDG de sa boîte, qui a un CV long comme le bras. Et ce qui va nous intéresser, c'est qu'elle publie, enfin elle est co-créatrice, co-fondatrice de Privacy Security Brainiacs, ce site-là. Et ce site, il publie des volumes sur la sécurisation des IoT, et c'est des PDF qui sont gratuits et accessibles à tous, donc n'hésitez pas, je mettrai le lien comme d'habitude sous la vidéo. Et donc, comme vous avez pu le deviner, ce mois-ci on va parler IoT, puisque on va s'intéresser à ce challenge Hack the Box Space Haste, qui est un IoT un peu particulier puisque c'est un coffre-fort, et je vais y revenir après. Donc pour celles et ceux qui préfèrent les machines, vous inquiétez pas, hein, ce mois-ci encore c'est un challenge, mais c'est parce qu'une fois de plus la minute frame du mois elle est liée au challenge, donc on va le faire tout de suite. Cette minute frame, et c'est assez proche du mois dernier, hein. Si on prend le ranking Hack the Box et qu'on trie par challenge, eh bien on voit que j'ai passé la barre des 600 challenges validés, et on est 3 dans le monde à avoir passé la barre des 600 challenges validés sur Hack the Box. Mais bon, je frime, mais je suis tout à fait conscient, et j'admets humblement que les deux premiers devant moi sont loin devant, puisqu'ils ont tout simplement compromis l'intégralité des challenges. Je pense qu'actuellement il y a 687 challenges sur Hack the Box. Voilà pour cette minute frime. Pour la minute... alors pour une fois c'est pas une minute relou, c'est une minute frustration. C'est que j'ai une application que j'avais auditée l'année dernière, donc j'ai fait un pentest sur une application qui s'est fait pirater quelques mois après mon pentest. Du coup c'est la première fois que ça m'arrive, hein, en 8 ans de pentest, et ça fait bizarre, hein, surtout que c'est un peu frustrant puisqu'on sait pas si, c'est sorti publiquement le piratage, mais les informations techniques sont pas sorties publiquement, et du coup on sait pas par où sont passés les hackers ou hackeuses, et du coup je sais pas si c'est moi qui ai loupé une vulnérabilité, ou si c'est soit une vulnérabilité que j'ai remontée qui n'a pas été corrigée entre temps, soit que simplement ils sont fait utiliser de l'ingénierie sociale, ou quelque chose qui était en dehors de mon périmètre. Voilà, si par hasard un jour je finis par apprendre l'info, je vous dirai. Mais en attendant, je vais devoir rester frustré sur ce point. Alors donc on revient sur notre challenge du mois, qui est donc Space Haste, spécialiste de l'ouverture de coffre. Et donc au lieu d'utiliser la force brute comme dans la saison 1 de Cat Size, oui, parce que pour la petite anecdote, je suis en train de regarder l'adaptation de Cat Size qu'ils ont sorti, je sais pas trop quand d'ailleurs, je pense que c'est assez récent. Et donc évidemment, quand j'ai sorti la chaîne Hack Size en 2020 pendant le Covid, eh bien je ne pouvais pas deviner que Cat Size allait être adapté. Moi j'étais resté sur les mangas des années 80. Et donc bref, dans cette saison 1 de Cat Size, l'adaptation en série récente, ils essayent d'ouvrir un coffre à coup de force brute, mais force brute physique, hein, c'est-à-dire ils prennent un maillet, ils mettent du froid sur le coffre là, et essayent d'ouvrir. Bon, je m'y connais pas moi en intrusion physique, donc je sais pas du tout si c'est réaliste ce qui se passe dans cette série, mais en tout cas nous ça va être un peu différent, puisque on va avoir un coffre qui est connecté comme de plus en plus aujourd'hui. Donc en fait ils nous fournissent sur ce challenge 2 ports ouverts sur une IP. On va d'ailleurs plutôt le faire dans Kali, ce sera plus propre. Donc je vais dans Kali, bim, je mets le port qu'ils nous ont donné, à savoir le 31089, 31089. Voilà, donc là il y a pas mal de texte, et c'est vraiment capital pour comprendre ce challenge qui est un peu hors norme.
Et c'est aussi pour ça que je l'ai sélectionné, hein. J'aime bien prendre des challenges qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont peu validés, puisqu'il y a seulement 10 validations. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur cette interface web? Donc, l'objectif est clairement affiché, hein, c'est d'ouvrir le coffre-fort. Quelle surprise! Et donc pour cela, on va devoir contourner des sécurités, hein, et des checks d'authentification. Donc le coffre-fort utilise deux types d'authentification, une application mobile qui communique à travers le blé et un passcode. Alors, donc oui, aujourd'hui, de plus en plus, les applications mobiles sont utilisées, et donc ça offre, enfin on va dire que ça ouvre une surface d'attaque sur ces applications qui sont en plus de l'interface physique ou web. Et donc BLE, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Bluetooth Low Energy, donc Bluetooth à basse consommation, et c'est une technique de transmission sans fil qui a été créée par Nokia en 2006, donc c'est pas récent, hein. Enfin c'est pas récent, tout est relatif, sous la forme d'un standard ouvert basé sur le Bluetooth. Et donc le blé, je sais pas comment on prononce, permet un débit du même ordre de grandeur, 1 mégabit seconde, pour une consommation d'énergie 10 fois moindre. C'est pour ça qu'on l'a souvent sur les IoT. Voilà pour le haut niveau. Donc si on regarde un peu plus en détail ce coffre-fort, il y a 4 façades. Donc la première façade, c'est la façade où il y a le keypad, donc le clavier où on peut entrer que des chiffres a priori. Et donc ça, c'est la seconde partie d'authentification qu'il faudra passer, puisque comme ils l'ont dit plus haut, il y aura une partie via l'application mobile et une deuxième partie via ce keypad. Ensuite on a une deuxième façade, c'est Hatch. En français Hatch, on va dire que c'est comment on va dire ça, un espèce d'endroit par lequel on peut passer, enfin une ouverture quoi. Donc là c'est fermé et elle peut s'ouvrir. Ça nous intéresse moins. 3, enfin dans un premier temps. 3, on a ici le 3, on a une plaque qui avait pu être ouverte, on va dire, pour accéder à l'interface de debug série. Et c'est cette interface qu'on va utiliser pour communiquer avec le coffre. Et enfin 4, ça c'est important aussi, donc sur le backside, à l'arrière du coffre, on a des fils d'alimentation qui sont exposés. Et sur ces fils, on va écouter la consommation électrique, et notamment la consommation électrique des LED. Donc LED, hein, je rappelle, LED c'est pour Light Emitting Diode, et même si c'est light, ça consomme quand même un tout petit peu de courant, mais suffisamment pour que ça puisse être intéressant d'analyser sa consommation. Et donc déjà, avec cette première partie, on a compris qu'on va faire du side channel attack. Donc une side channel attack en français c'est attaque par canal auxiliaire. C'est donc une attaque informatique qui, sans remettre en cause la robustesse théorique des méthodes et procédures de sécurité, recherche et exploite des failles dans leur implémentation logicielle ou matérielle. Donc c'est un peu détaillé sur la partie du scénario à droite. Donc à droite on voit que on a démarré l'instance du laboratoire à distance. Et donc dans 5 minutes il va y avoir une fault injection attack, donc ça c'est pas nous qui la faisons, hein, elle est déjà faite, et c'est ce qui va permettre de pouvoir envoyer un nombre de mots de passe infini. Donc on imagine qu'en temps normal, s'il n'y avait pas cette fault injection attack, et ben, le coffre il se bloquerait au bout de X tentatives d'authentification. Donc ils disent qu'ils ont fait tomber le Bluetooth, mais qu'on peut toujours accéder à la procédure d'authentification à travers l'interface de debug, après avoir fait un reverse de l'application, on va en parler après.
Et donc on va recevoir une interface de connexion socket sur laquelle on va pouvoir effectuer des analyses des captures des données capturées. De plus, ils ont pu intercepter un OTA update. Donc OTA c'est Over the Air Update. Donc Over the Air pour une mise à jour d'un système intégré qui est fourni via un réseau sans fil tel que le Wi-Fi, c'est le réseau cellulaire ou encore le protocole radio. Voilà, donc on en a un peu fini avec tous les acronymes dont on aura besoin sur ce challenge. Donc, comme ils nous ont dit, comme ils nous le disent ici, ils nous ont fourni un fichier et l'application. Donc si je vais sur le répertoire courant, ls, donc j'ai faire un ll. J'ai récupéré l'archive du challenge que j'ai dézippé, et donc il y a deux fichiers dedans, une application Android APK et un client en Python qui correspond à la phrase ici là. Donc, on va dire que c'est ce qu'ils ont pu récupérer lors de la mise à jour du coffre-fort. Voilà, on va commencer donc évidemment par regarder ces deux éléments pour voir un peu où on peut se diriger. Donc le client enfin le fichier Python, je le montrerai après ou maintenant, comme vous voulez. C'est maintenant. Ça va pas être lui qui est important dans un premier temps. Donc là on voit que c'est un fichier Python client pour se connecter donc à cette interface. Quand on voit ça, on se dit on va peut-être commencer par regarder l'autre partie, surtout que bon déjà on a plus l'habitude en général des applications Android que des interfaces hardware sur des ports série. Et en plus, comme on l'avait vu ici, c'est la seconde partie du process d'authentification, le keypad. Donc il faut déjà passer la première partie qui était à travers l'application mobile. Donc je vais aller sur MobSF, comme c'est un challenge. MobSF, on a déjà fait un challenge là-dessus sur AXA et c'est pour ça que je vais pas détailler. Mais comme c'est un challenge et que c'est pas une vraie mission dans la vraie vie, je vais utiliser l'interface publique. Et même si l'analyse sera publique, c'est pas bien grave, c'est juste un challenge hack the box. Donc un challenge retire hack the box, évidemment. S'il n'était pas retire, je ne publierai pas les solutions. J'envoie, je vais peut-être le faire autrement. Hop, je vais faire un upload and analyze et je mets mon fichier APK. Donc là il prévient attention, ce sera public, pas de souci, et il analyse cette application Android. Donc ce qui va nous intéresser sur cette analyse, c'est les sources décompilées. Si on va sur les sources décompilées, on va sur comme example, comme d'habitude je vais directement là où c'est intéressant. Dans la vraie vie c'est un peu plus long, il faut se taper l'analyse des différents fichiers. Device contrôle activité, voilà. Donc là ce qui pop aux yeux c'est qu'il y a un secret. Du coup voyons voir où est utilisé ce secret. Si je fais un CTRL F secret, on voit qu'il apparaît deux fois, donc à sa définition, et qu'il est utilisé ici. Donc on a bien une authentification qui est effectuée avec ce secret, ce qui semble fortement correspondre à la première partie d'authentification dont parle l'interface web. Donc si on creuse un peu le code à cet endroit là, enfin sur cette classe là, là on est sur la partie on resave. Donc il doit y avoir une initialisation avant de recevoir. L'initialisation elle se trouve un peu plus bas ici, on create, et là on voit qu'il y a une création de challenge. Donc en gros ce qu'il faut retenir sur cette analyse de code, pour la faire courte évidemment, ça prend un peu de temps de le comprendre, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a un challenge qui est créé
au niveau du coffre-fort. Ensuite, on a, si on revient sur le secret, tac, ici, on a un poste C là qui est donc la réception du challenge associé au coffre, et on voit que tout ça va être envoyé sur un SHA-1, donc le challenge plus le secret, donc ça va être on dit en français, enfin, en gros ça va passer dans une fonction de hash qui ici est SHA1, et ce sera envoyé derrière dans resp ici, et donc si on arrive à envoyer ce hash, et bien du coup l'authentification passera, le coffre-fort considérera que vous avez le challenge et le secret, donc c'est bon, vous pouvez passer. Donc a priori on passerait cette première étape d'authentification comme ça, grâce à ce secret codé en dur dans l'application mobile. On va le confirmer après. Commençons par revenir sur le Python. Là. Donc le client Python fourni lors de l'interception de la mise à jour du coffre-fort. Donc ce client Python, en gros, il permet simplement de déjà de mieux comprendre un peu comment s'interfacer, mais aussi de voir qu'on va récupérer des traces, 3 traces différentes, et ces traces là vont nous permettre de faire la fameuse side channel attack. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement, bon, sans expliquer le code dans un premier temps, mais déjà vous expliquer la side channel attack, et puis après on pourra revenir sur le code, et pour ça je vous mets directement le script qu'on va utiliser pour résoudre ce challenge. Il est là, et on va le mettre à droite, parce que tout à l'heure on va utiliser les deux en parallèle, mais pour l'instant ce qui est important, c'est que on va l'utiliser, et ça nous permettra de mieux comprendre c'est quoi cette side channel attack. Donc je vais faire un Python 3 de script. En paramètre, je vais lui spécifier l'IP et le port. Donc l'IP est ici, et le port, du coup on en a deux. Le deuxième c'était l'interface web, et le premier c'est la fameuse socket sur laquelle on veut dialoguer. Donc je vais mettre 45 395. Hop, ici. Et je vais mettre PLT, j'expliquerai après pourquoi. On va mettre ça en gros. Je lance. Voilà, donc là en fait, ce que fait le code, c'est qu'il se connecte donc via le socket à l'interface de debug du coffre-fort, et il prélève donc 3 traces, comme je le disais sur le fichier client.py. Ici, il y a 3 traces de récupérer. Donc ces 3 traces, on voit que c'est en rouge la consommation électrique de la LED d'authentification, en vert la consommation électrique de la LED qui indique quand c'est déverrouillé, et en bleu la consommation électrique du MCU microcontroller unit. Et donc l'idée c'est que on va envoyer, ici on a envoyé un 0, on voit que ça sort ça, ensuite on envoie un 1, on voit que ça sort ça, et on va comparer en envoyant comme ça chaque digit la sortie. Et donc, bon, spoil, ce qui va être intéressant de regarder, c'est les 2 derniers pics à droite. Donc, on regarde ces 2 pics et on voit si ça bouge en fonction des digits. Donc là, ça change pas, ils sont très semblables, 5, 6, 7, 7 pareil, 8 pareil, et 9, non c'est 8, 9. Là on voit que le delta entre les 2 derniers il est un peu plus grand que le précédent. Donc a priori le 9 a une consommation électrique un peu différente,
Donc on peut estimer que c'est probablement le premier chiffre du code. Donc on garde le 9 et on renvoie ce coup-ci 9, 0. On voit qu'il y a un pic de plus en amont, probablement parce qu'il y a un pic qui correspond à la validation du 9, et c'est la suite. Donc comme ça je vais faire 90, 91, 92, donc tous les chiffres qui peuvent être après 9, et pareil, ce qui va nous intéresser c'est vraiment sur la fin, le delta de temps entre les deux pics finaux. Donc là on voit 92, 93, 94, a priori ils sont tous identiques, 95, et 96, là le délai entre les deux est plus long. Donc a priori le 9.6 c'est le bon début du code PIN, donc on passe à 960 et vous avez compris le concept. Là aussi on va chercher à avoir une différence sur la fin, et dès que là le delta est pas pareil que les autres, on va estimer que c'était le 7 là est un peu plus long, c'est le bon chiffre, on rajoute, et on fait ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il y ait plus de chiffres à entrer. Donc voilà sur le concept de la side channel attack. C'est relativement simple en théorie, en pratique après ce qui est compliqué c'est surtout pour les gens qui sont pas bons en dev comme moi, c'est implémenter le code. Donc le code, si on regarde, bon je le fais au niveau rapidement, je suis pas super bon en code donc je suis pas le meilleur pour expliquer, mais bon globalement on va définir deux classes. Une classe qui sera simplement pour la récupération des traces, qui va servir uniquement à un endroit. C'est ici, c'est pour récupérer les traces. Et une autre classe qui sera beaucoup plus utilisée, Power Analyzer, donc une classe d'analyse de la consommation électrique, avec une initialisation de l'instance, avec l'autre le port, l'utilisation ou pas du paramètre PLT pour afficher les analyses comme on a fait là. L'ensemble des digits qu'on va essayer d'envoyer, donc là on sait que c'est des chiffres, donc ça va de 0 à 9. Ensuite on a receive byte, ça c'est pompé sur ce qui avait été fourni dans l'exemple dans le client.py. Le Python client, socket readline pareil, c'est un peu le même genre que ce qui a été fourni dans le client. Les save trace aussi, mais ça a été modifié pour prendre en compte la classe trace data. Et enfin tout le reste, ça c'est pas pris du client, c'est à définir. Donc on a le find peaks, donc chercher le pic sur la résultat, parce qu'évidemment là on l'a vu visuellement, tout ça va être fait automatiquement pour pouvoir aller plus vite tout simplement. Ensuite on a une fonction qui calcule la différence, le delta entre les pics, une fonction pour afficher les traces si on utilise le paramètre qui va bien. Le run attempt, c'est là où on va tenter chaque chiffre, comme on peut le voir d'ailleurs si je reviens ici, là, attempted code, on voit que c'est ici qu'il est affiché. Et la plus grosse fonction, ça va être l'analyse des traces pour trace. Je vais peut-être le faire en dernier, celle-là. Et après on a authenticate qui va être l'authentification, qui a deux parties, donc la partie avec le secret qu'on a eu en dur dans l'application mobile, et la seconde partie avec le code passe qu'on est en train de brute forcer mais de manière intelligente. Donc si je prends le code à partir de la fin, donc on lance le main, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les arguments c'est quoi? On les a vus ici, c'était l'adresse IP, le port et PLT. Donc là il parse les arguments, donc là dans la prochaine fois je vais uniquement mettre IP port, je vais pas mettre PLT parce que PLT c'est pour afficher les tableaux. Là vous avez compris comment fonctionnent les traces, donc pas la peine de les afficher. On va le laisser gérer tout seul automatiquement ça. Donc avec tout ça, il va mettre ça en paramètre pour appeler le Power Analyzer, donc la grosse fonction qui va renvoyer son retour dans Analyzer.
Grosse fonction, alors non en fait c'est la classe, là il instancie la classe Power Analyzer, et donc il a init, il renvoie son instance, et c'est son instance qu'on va envoyer dans la ligne d'après, dans Analyze Power Trace, et c'est là qu'on va utiliser la grande fonction sur cette instance de Power Analyzer. Donc Analyze Power Trace, il est là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il se connecte à la socket en question, et on va initialiser différentes variables qui vont servir pour l'analyse. Et donc on va rentrer dans une boucle infinie où on va tester un par un les digits, donc 0 à 9. Voilà, on récupère les traces, on fait le run attempt, le fameux run attempt qui était ici, donc là où on envoie le digit. On prend le retour, donc si on regarde le tableau, on affiche le tableau, si c'est pas le cas on le fait automatiquement. Donc on récupère les traces et on regarde les pics du Traces MCU, parce que si vous vous rappelez du graphe, c'était le pic qui nous intéressait sur la fin. Et donc on va calculer le delta avec la fonction qui fait ça entre ces pics. Et on va regarder si c'est le dernier ou pas, parce que si vous vous souvenez bien, il y avait 2-3, en plus plus on rajoutait de chiffres, plus il y avait de pics, donc il faut toujours prendre le dernier, parce que c'est le dernier qui nous intéresse. Et après, on calcule le delta, si c'est bien le dernier, et en fonction du résultat, on sait si c'est le bon ou pas. Si c'est pas le bon, bah on retourne sur le prochain. Et par contre, si c'est bon, on ajoute au code qui sera renvoyé à la fin le bon digit, puisque c'est celui qu'on a trouvé. On les rajoute comme ça un par un. Et à la fin, donc, cette fonction Analyze Power Trace renvoie le passcode trouvé. Une fois qu'on a trouvé le passcode, donc cette Analyze Power Trace, elle le met dans le code, et là on peut lancer l'authentification avec au paramètre code. Donc la première partie de l'authentification, c'est le secret en dur qui est codé en dur dans le code ici là. Et donc on passe à la première partie, et la deuxième partie, elle est envoyée ici, code.set code.code, et là on affiche ce qui se passe quand on envoie le passcode brute forcé correctement. Donc on va le faire de suite. Voilà, donc on essaye tous les différents, on voit que le 9 comme tout à l'heure, c'était le bon premier chiffre, après c'était un 6, à peu près de mémoire c'était 7, voilà. Et donc là il continue, on va voir pour un petit bout de temps, je sais plus combien il y a de digits. C'est de plus en plus long parce que le temps affiché, enfin la consommation associée à chaque validation est de plus en plus longue parce qu'il y a de plus en plus de digits à valider. Je remets le code en attendant. Et donc à la fin, il devrait marquer Successfully Unlocked quand le delta entre les deux est supérieur à 1. Ça voudra dire qu'on a l'intégralité du passcode. Donc il y a beaucoup d'essais corrections évidemment pour ajuster les bonnes valeurs. Au niveau des entêtes là-haut, on met les différences qu'on va utiliser. On va utiliser une liste plus petite, connexion socket, le hashlib pour le SHA-1. Ça c'est PLT donc pour dessiner les graphes. Le slip parce qu'à chaque tentative on attend un dixième de seconde si je me souviens bien. Le slip. C'est ça. Un dixième de seconde. Ça pareil, c'est pareil, c'est correction pour voir à quelle vitesse on peut brute forcer avant que l'application est freeze.
struct, c'est parce qu'on envoie du binaire structuré comme il faut. Et 6, ça doit être parce qu'on fait des commandes système à un moment. Tac. Oui, ça c'est la récupération des arguments lorsqu'on lance le script. Et voilà, au bout d'un moment, on a tous les digits qui sont remplis, on a bien le successfully unlock, et donc on affiche ce que nous renvoie l'interface de debug, et donc elle renvoie authentifié, coffre ouvert, et ça donne le flag pour ce challenge Hack the Box Hardware. Donc si on se place d'un point de vue boot team, globalement la problématique sur ce coffre-fort, c'est déjà qu'il y a un code en dur dans le code de l'application mobile de cette IoT. Donc ne pas mettre de mot de passe en dur dans les applications mobiles si possible. Et après du coup c'est plus de la sécurisation hardware. Donc il y aurait deux choses à dire, je dirais. La première, c'est tout ce qui est la fault injection d'attaque là qu'on a fait pour pouvoir faire du brute force. On va voir si on peut pas l'empêcher. Et la side channel attack qu'on a fait, donc là une des solutions c'est de développer un code qui va mettre autant de temps pour traiter le code pin s'il est bon ou s'il est pas bon. Donc ça c'est on va dire de l'ajout du nettoyage de code, je sais pas comment on appelle ça, pour que ça soit fait toujours avec le même temps et la même consommation d'énergie. C'est pas simple, ça complexifie et donc ça augmente le prix des IoT. C'est aussi pour ça que si vous achetez un coffre-fort qui est pas cher, c'est peut-être parce qu'il est plus facile à casser qu'un coffre-fort qui a été conçu dans les règles de l'art. Voilà pour ce mois-ci, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau en hacking de Lisbeth Salander.